Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est Mounia avec vous, profil personnel pour papoter avec vous ce soir. J'espère que vous allez bien. J'attends que vous vous connectiez. Je sais pas s'il y aura grand monde là ce soir. On est quoi? On est jeudi? Non, mercredi. Les vacances, purée, c'est dur de suivre le rythme. Ah là là. Allez, je vous laisse vous connecter, je vous mets un peu de musique en attendant. Je voulais vous toucher un mot concernant la pensée positive et les travers de la pensée positive rapidement. Mais si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite ou dont vous aimeriez discuter ou que vous aimeriez approfondir, je serai ravie de le faire. Donc n'hésitez pas à me faire des demandes. Je viens de me battre avec une punaise qui était en train de voler dans cette chambre. Et je me bats avec elle. Puis à un moment, je la vois plus. Je me dis, ah, je vais enfin pouvoir faire le live tranquille. Et puis, je vais m'asseoir. Elle était sur ma chaise. Berk, je la déteste. Du coup, je l'ai écrasée. J'ai tué un être vivant. Je suis navrée, mais je n'ai pas pu me retenir. J'enlève juste ça et ça. Voilà. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. On va démarrer parce que j'ai un message assez rapide à vous dire. Je vous avoue qu'avec la fatigue de cette semaine, c'est un peu difficile pour moi d'avoir des pensées cohérentes. Je voulais vous parler de la pensée positive parce que tout le monde en parle partout. Tout le monde ne parle que de ça d'ailleurs. Il y a des livres sur ça. Vous voyez toutes les personnes sur YouTube qui sont dans le domaine du coaching, du développement personnel, etc. parler de la pensée positive permanente. En psychologie, on parle de la pensée positive. Dans les magazines, au journal télévisé, bref, la pensée positive, elle est réellement partout et ça fout une sacrée pression, ce truc de pensée positive, parce que même moi, je remarque que les personnes, quand elles rentrent dans le développement personnel ou qu'elles viennent me voir aussi pour un accompagnement, elles me disent, mais comment tu fais pour avoir une pensée positive? Moi, je veux avoir une pensée positive. Bon, je vois la pression qu'il y a autour de ce truc. Déjà, neuroscientifiquement parlant, je vous dirais que la pensée positive, évidemment, ne suffit pas. Et puis, une pensée positive, on ne la pond pas comme ça et bam, c'est bon, on y croit. Une pensée positive, ça marche par la répétition, évidemment. Comme tout ce que vous avez intégré et que vous n'avez pas aimé, bah, vous l'avez intégré par la répétition. Mais une pensée, quelle qu'elle soit, va s'intégrer dans le cerveau par la répétition. Mais il y a une façon de la construire, cette pensée positive. Donc ça, c'est quand on construit les croyances ressources, etc., pour remplacer des croyances limitantes. On travaille sur cette façon de faire neuroscientifique qui permet au cerveau d'accepter cette nouvelle croyance auquel vous ne croyez pas avant, en fait, et d'éliminer celle à laquelle vous croyez qui ne vous porte pas, qui ne vous tire pas vers le haut. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc une pensée positive, ok, mais se répéter des pensées positives devant le miroir H24 ne va pas forcément faire que vous allez y croire si vous n'avez pas fait un certain travail stratégique, coucou ma bouchera, stratégique on va dire auparavant, c'est-à-dire d'abord éliminer la pensée négative, donc la pensée qui tire vers le bas, construire une pensée positive progressivement pour qu'elle soit acceptée par le cerveau et ensuite venir l'implémenter dans votre cerveau, soit par la répétition, ça c'est pour les pensées classiques, simples, banales, surfaciques, soit par d'autres techniques un peu plus lourdes pour que ce soit ancré là-dedans à jamais. Ça c'est une chose, mais cette pensée positive, ça fout une sacrée pression. Pourquoi? Parce que déjà on se dit mais est-ce que ça fonctionne? Et on a l'impression que ça devrait fonctionner, puis on a l'impression que ça nous pousse au bonheur et qu'on doit atteindre le bonheur par la pensée positive. En fait, je trouve cette histoire de pensée positive qu'on voit partout assez culpabilisante en fait, parce que c'est comme si ça nous disait
tout le monde a accès au bonheur, tu devrais avoir accès au bonheur, en faisant ça, tu devrais avoir accès au bonheur, mais du coup, si tu n'as pas accès au bonheur, tu as l'impression soit d'être nul, soit de ne pas être normal, soit de pas avoir fait les choses correctement, donc tu culpabilises, c'est frustrant, tu te remets en question. Donc cette pensée positive, c'est quelque chose de super important dont j'aimerais parler. Juste rapidement, juste que vous considériez que vous ouvriez le champ des possibles et que vous acceptiez juste de voir les choses autrement quelques secondes. Merci Hassan pour ton commentaire. Alors la pensée positive, c'est un art pour vivre heureux. Moi, je dirais que c'est l'art de vivre heureux qui mène à la pensée positive. Mais tu vas voir, je vais approfondir un tout petit peu plus. Je ne peux pas approfondir trop longtemps, ça serait une masterclass, mais juste rapidement, par rapport à ça. Parce que c'est super important. Super important. Salut. Du coup, c'est bien sûr l'une des techniques les plus vues et revues en développement personnel, puisqu'elle te dit de te focaliser en fait sur tout ce qui est positif dans ta vie, sur tout ce qui t'est confortable dans ta vie, et de visualiser toujours un futur agréable. C'est sur ça que je vais insister, d'aller visualiser toujours un futur agréable et de se focaliser sur le positif dans sa vie, et c'est ce qui permettrait d'être heureux. D'accord? Maintenant, on te dit que c'est ça la clé du bonheur et c'est ce que tu dis un peu, c'est l'art pour vivre heureux. Maintenant, la question c'est, est-ce que cette pensée positive ne serait pas un peu contre-productive? Est-ce que il y a eu en fait des recherches en neurosciences là-dessus? Je crois que c'était à l'université de l'Ohio, donc aux États-Unis, donc pas loin de là où on habitait. Il y a eu énormément de recherches neuroscientifiques sur la pensée positive permanente, qu'on appelle aussi aujourd'hui la PPP, en psychologie, etc. Mais en gros, ils ont trouvé que cette histoire de bonheur accessible par la pensée positive nous faisait vivre en fait toujours dans l'illusion. Toujours dans l'illusion. Et quand on vit dans l'illusion, on ne se prépare pas à l'adversité, on ne se prépare pas à du lourd. On ne se prépare pas à ce qui pourrait nous arriver de désagréable puisqu'on est tout le temps en train d'essayer de faire des efforts, d'imaginer l'agréable et d'essayer de voir tout ce qui est agréable dans notre vie aujourd'hui. Donc en fait, il faut se détacher de cette illusion. C'est super important parce que le fait de chercher à être heureux tout le temps, le fait de courir après un bonheur en fait tout le temps, ça fait, c'est une illusion, ça nous fait vivre dans une illusion qui finalement nous rendrait un peu malheureux. Finalement, ça a l'effet contraire parce que se répéter par exemple des affirmations positives devant le miroir ou se les répéter tous les jours pour s'en rappeler ou se dire que tout va bien tous les jours juste pour se l'ancrer ou se dire qu'on est formidable tous les jours juste pour arrêter de croire qu'on est nul. Vous voyez, ces affirmations positives qu'on pourrait se répéter tous les jours juste pour y croire, c'est aussi se rappeler tous les jours qu'on n'est pas tout ça. Dites-moi si vous me suivez, parce que c'est super important cette histoire-là. Si je vais me répéter tous les jours devant le miroir, je suis heureuse, je suis heureuse, je suis super heureuse, ma vie est super belle, je suis super heureuse. J'aurais tendance à faire cet effort encéphalique d'y croire pour que mon cerveau commence à y croire et que ça devient naturel et en fait que je me l'ancre dans la tête comme une chanson, comme une chansonnette. Mais au final, en me répétant ça, je viens me rappeler tous les jours que je ne suis pas heureuse, que ma vie n'est pas belle. Donc, à force de me le répéter, je mets un stress sur mon cerveau qui lui rappelle en fait que, bah non, en fait, il vit le contraire et qu'en fait, il est dans le contraire de ça. Alors que, des fois, et même très souvent, et d'ailleurs je dirais tout le temps, si on se mettait de temps en temps en contact avec notre propre mortalité, par exemple, qu'est-ce que je vous disais? Alors, je regarde juste mes notes parce que j'ai vraiment rien envie d'oublier là-dedans. Si on se mettait en contact avec notre mortalité de temps en temps, avec le doute, avec l'incertitude qui nous habite, avec tout ce qui est inconfortable dans notre vie aujourd'hui, ça serait beaucoup plus
efficace que la pensée positive pour changer de vie réellement. En fait, pour changer de vie, on a besoin, on va dire, d'avoir les pieds sur terre de temps en temps et de pouvoir en fait s'évaluer et de se dire, ok, non, là je vis de l'inconfort, ça ne va pas, parce que si on reste dans la pensée positive illusion, on va pas être capable de se donner un feedback là au jour d'aujourd'hui pour pouvoir changer de vie. Donc on restera dans l'illusion et on ne sera pas confronté à la réalité. Donc ces nouvelles informations neuroscientifiques, ces recherches, ces découvertes, etc. sur la pensée positive, vous devez de les savoir. En fait, qu'on soit d'accord avec ou qu'on soit pas d'accord, ça reste des informations qui sont super riches et qui pourraient nous faire voir, en fait, qui pourraient nous apporter un éclairage supplémentaire sur cette notion justement de positive attitude. Courir après le bonheur, c'est contre-productif. Pourquoi? Parce que finalement, si ce bonheur on ne l'atteint pas, eh ben on va être dans la culpabilité, et on va perdre en estime de soi, en confiance en soi, on va se dire mais je suis nulle, j'y arriverai pas, pourquoi tout le monde y arrive et pas moi? Courir après le bonheur voudrait aussi dire que en fait il y a un but ultime à atteindre. Alors qu'est-ce que tu as mis? Anni ya'limullahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayra. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais là, on est dans... Je crois qu'on est dans la gratitude, dans... c'est exactement ça par rapport à un live que j'avais fait précédemment. C'est-à-dire que, en fait, quand tu ressens de la gratitude, quand tu ressens le bonheur à l'intérieur de toi, donc quand tu es aligné, quand ce que tu penses et ce que tu ressens et ce que tu dis, c'est complètement aligné, du coup, l'univers ou Dieu, évidemment, te donne encore plus de ça. Ça, tout à fait, il n'y a aucun doute là-dessus, j'en avais déjà parlé. Maintenant, le fait de courir après le bonheur, c'est un peu comme se dire qu'il y a un but ultime, un sommet quelque part à atteindre dans cette vie. Ça veut dire aussi qu'on croit que avoir plus et plus et plus va impacter notre vie. Mais est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que avoir plus va me faire adopter ce sentiment, ressentir ce sentiment de bonheur? Donc c'est quoi le bonheur en fait? Et est-ce que à chaque fois qu'on va vivre un inconfort, on va réévaluer cette notion de bonheur. À chaque fois, on va lui redonner une nouvelle définition en fonction de ce nouvel inconfort qu'on est en train de vivre. Comment ça se passe en fait? C'est quoi le bonheur? Comment on lui donne une définition? Il n'y a pas de définition. La pensée positive risque d'annihiler toute motivation. C'est ça. C'est ça aussi. C'est la motivation intrinsèque, donc qui vient de l'intérieur de nos tripes et de notre cerveau, en fait, la motivation intrinsèque à atteindre des objectifs. Parce qu'on ne sera pas capable d'évaluer le chemin vers l'objectif. Très très bonne remarque, ça aussi d'ailleurs. Donc, à quoi ça sert de se répéter des pensées positives si elles ne font que de nous rappeler ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'est pas aujourd'hui? Ça va juste créer de la frustration en fait. Et ça, je l'ai remarqué chez beaucoup de personnes. Il y a énormément de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Mais Mounia, mais ça, je le fais déjà. Ça, je le fais déjà. » Avant même qu'on ait traité les croyances limitantes et les croyances ressources, elles me disent « Ça, mais je le fais déjà. » Et je dis tout le temps « Non, non, non. Sois sûre et certaine que tu ne le fais pas. Je vais te montrer en fait. » Et je vois que ça crée de la frustration chez les gens et c'est très, très dommage parce que les gens viennent avec une grande motivation, une envie de changer, mais ce petit outil-là de répète-toi les affirmations positives et les mantras devant le miroir, ben en fait, il peut avoir un impact ressource, mais il peut aussi avoir un impact limitant. Et l'impact limitant, c'est que si on est low et qu'on est déjà bas dans notre développement personnel et dans notre estime de nous-mêmes et qu'on est déjà en manque de confiance, aller se répéter devant un miroir qu'on est quelqu'un d'exemplaire, ne va faire que d'apporter de la frustration en plus de la colère, de l'impuissance, des énergies hautes et basses négatives parce qu'on voit qu'on n'y arrive pas. Alors que tout est dans le cerveau et le cerveau a besoin de certaines étapes à franchir avant de pouvoir intégrer une nouvelle croyance et avant d'éliminer une croyance à laquelle il a cru pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc,
Il y a ce qu'on appelle la loi de l'effort inversé qui dit que, en fait, chercher à être heureux, c'est ce qui rend malheureux, en gros. Donc, tu fais un effort pour chercher à être heureux, mais tu obtiens l'inverse, donc tu es malheureux. Et chercher à supprimer les émotions désagréables et les sentiments négatifs va les multiplier. C'est exactement ça. Donc, il faut juste tenir compte de ça. Le bonheur n'est pas nécessaire à la survie de l'être humain, c'est quelque chose qui a été intégré que récemment en fait, que récemment, c'est une invention récente cette histoire de aller chercher le bonheur. Alors que le bonheur en fait n'est pas nécessaire à la survie de l'homme. La question à se poser c'est est-ce qu'une situation vraiment désagréable et inconfortable m'éloigne du bonheur? Est-ce qu'une situation désagréable et inconfortable, lorsqu'elle est vraiment négative, est-ce qu'elle m'éloigne du bonheur? Est-ce qu'elle est vraiment négative? Est-ce qu'elle est vraiment horrible? Si au final, elle me permet d'obtenir quelque chose de top, d'accéder à un certain bonheur avec un petit b. Je vous donne un exemple. Ok, je perds mon travail, j'ai plus de travail, il y a eu la crise, licenciement, j'ai plus de travail. Bon, c'est pas mon cas, on est d'accord, mais voilà, je perds mon travail. Ça peut être considéré comme quelque chose de complètement horrible. C'est horrible, mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire pour payer mes factures, subvenir aux besoins de mes enfants, etc., etc., etc. Est-ce que cette situation est vraiment horrible si au final elle me permet d'avoir un job qui est 1000 fois mieux que celui que j'avais avant? Si au final elle me permet d'avoir un boulot peut-être pas 1000 fois mieux que celui que j'avais avant, mais qui me donne du temps libre pour passer du temps avec mes enfants. Par exemple, supposons je perds un être cher. Est-ce que en perdant cet être cher, c'est vraiment, vraiment, vraiment une situation horrible si c'est un être cher mais qui m'a trompé par exemple, ou si c'est un être cher mais qui m'était toxique par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comment on va évaluer ça? Est-ce qu'une situation est vraiment horrible si au final elle a un côté positif? Donc, vous voyez, le bonheur, la définition du bonheur, c'est complètement flou. Donc, si on redéfinit à chaque fois le bonheur pour l'adapter à chaque situation désagréable, est-ce que ça fabrique réellement le bonheur? Si à chaque fois qu'on a une situation désagréable, on redéfinit le bonheur, est-ce qu'au final, ça va fabriquer le bonheur? Le bonheur, évidemment, c'est pas quelque chose de mathématique, c'est pas une équation mathématique, c'est pas un truc qu'on peut définir par A plus B. C'est propre à chacun. Donc, il faut laisser, en fait, la réponse c'est ça, c'est qu'il faut laisser émerger le bonheur à travers la négativité. Quand je reçois des personnes en coaching, souvent, il leur arrive d'être choqués à un moment précis du coaching où je leur fais imaginer le pire. Mais Mounia, pourquoi je vais imaginer le pire? Attends, on est en coaching, il faut que ce soit positif. Non, il ne faut pas que ce soit positif parce qu'on est en coaching en neurosciences. Et pourquoi? Je vais pas vous laisser que dans le positif parce que si je vous laisse que dans le positif, c'est qu'on n'a pas vraiment les pieds sur terre. Ça veut dire que si je vous laisse dans le positif en imaginant un futur meilleur tout le temps à chaque instant, tu pourras pas, en fait, vous pourrez pas régler votre problème de perte d'emploi, de réorientation professionnelle, de relationnel, de divorce, vos problèmes financiers, vos problèmes de confiance en soi, là, aujourd'hui, maintenant. Donc, en fait, pour vaincre les peurs et pour vaincre le doute et pour sortir de sa zone de confort et puis vraiment aller chercher au plus profond de soi-même ses ressources et en même temps aller accéder au bonheur, et je vais y revenir, il va falloir en fait laisser émerger le bonheur à travers la négativité. Savoir donner sa vraie valeur pour soi à tout moment et pour toute chose. Au bonheur, je préfère le bien-être. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. C'est un sentiment de bien-être, en fait, le bonheur, finalement, intérieur. Donc, les événements, une perte d'emploi, un problème relationnel, un problème financier, un accident, un trauma, une engueulade, une dispute, une insulte. Bref, les événements, ils sont neutres. Un événement est neutre. Il y a des événements sur lesquels on n'a pas de contrôle. Là, l'événement Covid, il est neutre. Et en plus, on n'a pas de contrôle dessus. Par contre, nos réactions ne sont pas neutres.
C'est nos réactions qui vont donner soit une tonalité positive à l'événement en question, soit une tonalité négative à l'événement en question. C'est notre réaction qui va soit être zen, soit être dans la réactivité. C'est-à-dire quelqu'un dit du mal de moi ou quelqu'un m'insulte. J'ai pas le contrôle sur ça, mais j'ai le contrôle sur comment je vais réagir. Est-ce que je vais me mettre en colère contre la personne et du coup je suis réactive, ou est-ce que je vais garder mon calme et mon sang-froid? Ça m'appartient. Donc les événements sont neutres, les amis, mais pas les réactions. Ok? On ne peut pas tout contrôler sauf ses propres réactions. Donc en espérant et en envisageant toujours le meilleur et le meilleur de chaque situation, on se retrouve toujours dans la déception. Toujours. Donc ça va un peu à contre-courant de tout ce que vous auriez pu entendre par rapport au développement personnel. Et c'est normal. Moi, j'aime bien, des fois, avoir des apports comme ça, à contre-courant, qui viennent juste créer un petit déclic là, neuronal, pour qu'on réfléchisse juste 2 minutes autrement. Donc, en espérant et en envisageant tout le temps le meilleur, en fait, on est dans la déception et on sera démuni face aux difficultés. Donc l'idée, et c'est ce que je fais aussi en coaching, c'est d'envisager le contraire en fait, c'est d'imaginer le contraire, c'est de faire le contraire, c'est-à-dire, tiens, viens, et c'est là que mes clientes sont des fois choquées, mais pas choquées avec une connotation négative, c'est waouh, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce travail-là, waouh, c'est puissant. Pourquoi? Parce que je leur dis, tiens, on va imaginer quelque chose. Tiens, on va imaginer le pire qui puisse arriver dans cette situation-là. Quand j'ai des clientes qui me parlent de peur, ok, pas de souci. Je vais pas leur dire, mais non, faut pas avoir peur, faut que tu vois les choses autrement, et puis ça va aller, et puis regarde, oui, ça va aller, on le sait, mais c'est pas comme ça que je vais les mener au sentiment de ça va aller. Pour que ça aille, il faut rentrer en profondeur dans ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, en l'occurrence, c'est ce qui vous fait peur aujourd'hui. Donc, je vais vous faire imaginer au maximum ce qui vous fait peur aujourd'hui. On va visualiser le négatif de la situation qui vous fait peur. Donc ça peut être une faillite, ça peut être un divorce, ça peut être la maladie, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être tout ce que vous voulez. Vous vous retrouvez sans domicile, vous n'avez plus rien à manger, vous perdez un enfant, ça peut être ce que vous voulez, là ce qui vous fait peur. Ok? Et on va imaginer le pire en développant cette idée de la perte en fait. En développant l'idée de la perte. Pourquoi? Parce que quand on développe l'idée de la perte, on met le cerveau dans l'urgence. Quand j'ai développé l'idée de la perte avec l'événement du petit Ryan qui est tombé dans le puits, que son âme repose en paix, j'ai mis mon cerveau dans une certaine urgence, c'est-à-dire ça m'a rappelé mes valeurs de famille et de relationnel. Ça m'a rappelé ça, c'est-à-dire que waouh, va embrasser tes enfants, va les serrer dans tes bras. Ça ramène à l'essentiel. Comment dire, ce sentiment d'urgence qui est généré par le cerveau quand on le met face à la perte et quand on lui fait imaginer et expérimenter la perte, le ramène forcément à un état d'urgence qui le ramène forcément à l'essentiel, et c'est cet essentiel qui le fait accéder au bonheur. C'est-à-dire, waouh, quel bonheur que mes enfants soient là, quel bonheur que mes enfants soient en vie, quel bonheur qu'on soit réunis, quel bonheur d'être maman, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Vous voyez? Est-ce que vous suivez toujours? Donc, on va imaginer le pire, en fait, en développant cette idée de la perte. Et c'est comme ça qu'on va profiter de ce qu'on a et des êtres qui nous sont chers. En imaginant, en développant cette idée-là. Et pas en se disant qu'on ne va jamais mourir, que tout ira bien, que tant que je suis là, je vais profiter de la vie, etc., etc. Ou en disant, tiens, je vais profiter de la vie comme si j'allais mourir demain, mais sans ressentir je vais mourir demain. Sans le ressentir. Ça, c'est ce qu'on dit comme ça parce que c'est une excuse pour profiter de la vie. Mais derrière ça, c'est génial si on arrive à ressentir le fait que oui, il se peut que je meure demain. Donc, si je devais mourir demain, qu'est-ce que je ferais là? Qu'est-ce que je serais en train de faire?
Je serai sûrement pas en train d'aller courir à droite et à gauche payer une facture. Je serai sûrement pas en train de remplir mes réserves d'eau. Je serai sûrement pas en train d'aller acheter des Kinder Country. Je serai pas en train de faire ça. Je serai sûrement en train de passer des moments inoubliables en famille, de créer des souvenirs pour mes enfants, etc. Ça va me mettre dans une certaine urgence qui va me ramener à l'essentiel. Donc en vrai, votre bonheur naît de ce que vous avez déjà et non de ce que vous pouvez obtenir. Et ça, c'est important. Il naît de ce que vous avez déjà. Et quand on arrive à en arriver là, eh ben, on crée cet état de bonheur à l'intérieur de soi. Et là, à la rigueur, si on a recours à ces pensées positives, etc., devant le miroir et tout, à la rigueur, on aura travaillé la source. Coucou Sandrine, on aura travaillé la source, on serait venu à la source du problème qui fait qu'on ait développé ces croyances, etc. et qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à ressentir cet état de bonheur déjà. Donc vous pouvez imaginer, juste imaginer par la visualisation, imaginez qu'un jour, vous perdiez tout. Vous n'avez plus rien. Ça y est, on vous a tout retiré. Votre famille, votre maison, vos biens matériels, vos finances, tout. Vous n'avez plus rien. Comment vous vous sentiriez à ce moment-là? Juste imaginez. D'un coup, vous êtes seul, vous n'avez plus rien. Vous devez repartir à zéro. Et puis, imaginez qu'on vous rende tout. Quelques heures plus tard, on vous rende tout. Là, vous allez profiter de ce que vous avez déjà. En fait, on me rend mon lit, on me rend mon bureau, on me rend mon téléphone pour que je puisse faire des lives, on me rend mon argent, mes habits, je peux acheter à manger, je peux voyager, on me rend tout. On me rend tout ce que j'ai là aujourd'hui. Ça, c'est l'état de bonheur. Ça veut dire que, waouh, en fait, je me rendais pas compte que je tenais à mon lit, je me rendais pas compte que je tenais à mes affaires, je me rendais pas compte que je tenais à ce téléphone, parce qu'il répond à mes valeurs et à mes besoins de partage et de transmission. Il y a des petites choses, des fois, comme ça, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Donc, c'est bien plus facile d'être heureux dans ce sens-là que plutôt en se construisant des affirmations positives pour masquer même le négatif plutôt. C'est bien plus heureux de s'imaginer la perte pour être heureux de ce qu'on a et réellement faire preuve de gratitude vraiment en profondeur plutôt que d'être dans la positive attitude H24, la pensée positive permanente pour espérer être heureux. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si je le suis quand même pas? Là, ça devient compliqué parce qu'on se remet en question. C'est toute une identité qui est bafouée juste parce qu'on a un peu mal utilisé cette technique-là. D'accord? Donc ça, c'est pas quelque chose de... ce que je suis en train de vous dire, c'est pas des stratégies vraiment nouvelles. C'est des choses qui étaient utilisées à l'époque par les stoïciens déjà et puis par beaucoup de courants de pensée. Et puis si vous regardez juste nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils vivaient dans la privation de certaines nécessités qui leur permettaient de se sentir heureux malgré tout déjà, et puis de se sentir heureux avec ce qu'ils avaient, parce qu'ils en connaissaient la valeur. Vous voyez, quand je vais au Maroc, par exemple, et que moi j'adore aller au Maroc et être en immersion avec les populations qui n'ont pas grand-chose. Moi, j'adore ça, parce qu'aller au Maroc et aller au Club Med, ça m'intéresse pas. Aller au Maroc et aller au centre-ville des grandes villes, ça ne m'intéresse pas tant que ça, parce que j'ai pas l'impression d'aller au fin fond du truc et de rencontrer les personnes vraiment. Donc, quand je vais au Maroc, je m'arrange toujours pour aller rendre de la visite à des personnes, que ce soit de la famille ou des personnes qui n'ont pas grand-chose, pour vivre. Je me rends compte que ces personnes sont celles qui vous donnent tout ce qu'elles ont. C'est-à-dire, je suis déjà rentrée dans des maisons où on était assis par terre, mais on allait nous faire un festin avec le peu qu'ils avaient. Ça se bousculait en cuisine pour faire du pain chaud, pour faire des galettes. On nous ramenait l'huile d'olive pressée par leurs soins. On allait nous faire un poulet de leurs propres animaux. Bref, le peu qu'ils avaient, ils allaient venir nous le donner. Et en même temps, ils se contentaient de ça.
Ils se contentaient du peu qu'ils avaient et puis ils étaient contents. Ils étaient vraiment dans un état de bonheur, le bonheur de recevoir, le bonheur de partager un repas. Ils ne sont pas dans le même bonheur que nous, société occidentale. Vous voyez? Et du coup, le fait que moi j'aille là-bas, eh ben, inconsciemment, je suis privée de mon bonheur à moi, en fait. Je suis privée de mon lit, je suis privée de mon petit confort du quotidien, de mon petit chauffage que j'ai juste à tourner comme ça pour qu'il chauffe toute la maison. Je suis privée. Mais du coup, cette privation-là est super bénéfique. Est super bénéfique parce que c'est ça qui me replonge dans un état de bonheur. Vous voyez? Alors que si j'étais chez la famille riche, vous voyez, ou la famille qui est dans le paraître, ou chez les gens qui sont dans le paraître, ou qui ont une tonne de choses, qui n'ont qu'à claquer des doigts comme ça, ben, en fait, je vais peut-être me sentir mal même, parce que je vais me dire, ils sont plus dans le bonheur que moi. Pourquoi? Eux, ils y arrivent et pas moi. Alors quand on vous dit, regardez toujours ceux qui sont à un niveau en dessous, c'est vrai, mais pas avec la connotation du niveau en dessous. Ces personnes-là qui sont à un niveau de confort en dessous sont dans un niveau de bonheur au-dessus. Et si vous deviez retenir que ce message-là, ne retenez que ce message-là. Les personnes qui sont dans un niveau de confort en dessous nous permettent à nous de rentrer dans cet état de bonheur en nous rendant compte d'à quel point ce qu'on a est extraordinaire. Mais en même temps, elle nous donne une bonne leçon de vie parce qu'elle nous montre que finalement, elles sont dans un état de bonheur et que ce n'est pas nos possessions et la quantité de nos possessions qui va nous mener à un état de bonheur puisque la preuve, elle est là. La preuve, elle est là. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, c'est l'idée de vivre dans une conscience de la vulnérabilité, dans une conscience de la perte, dans une conscience de la fragilité, c'est-à-dire être conscient que demain on peut tout perdre, c'est important. Être conscient que demain je peux mourir, être conscient que demain je peux perdre ma mère, je peux perdre mon mari, je peux perdre mes enfants. Il faut vraiment en être conscient et pas se dire non, j'ai même pas envie de penser à ça. En fait, si, viens, on va penser à ça, parce que ça te permet de te préparer au cas où la situation se présente. Et en te préparant au cas où la situation se présente, tu gagnes en confiance en soi et en même temps ton cerveau, comme il ne fait pas la différence entre ce qui s'est passé réellement et ce que tu viens d'imaginer, il croira déjà y être et il sera préparé. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire au cas où cette situation très inconfortable se présentait? Mon plan A, mon plan B, mon plan C, mon plan D. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et en même temps, tellement qu'on se plonge là-dedans, on se rend compte que, waouh, mais ma mère, elle est super importante pour moi. Mon mari, mes enfants sont super importants pour moi. Ce que j'ai aujourd'hui est super important pour moi. Comment je peux faire de ça un truc extraordinaire et vraiment en profiter et vraiment ressentir le bonheur par rapport à ça. Je vous parlais des stoïciens, mais aussi les bouddhistes et puis vraiment tous les courants de pensée que vous pouvez imaginer sont dans la loi du non-attachement en fait, de ne pas s'attacher aux gens, ne pas s'attacher aux objets. Alors attention, moi quand on me dit il ne faut pas s'attacher aux gens, ça me titille, ça me déclenche parce que j'ai l'impression qu'en fait on me dit il faut s'en foutre des gens. Non, c'est pas ça, c'est il faut profiter des personnes qui nous entourent. Aujourd'hui, il faut vraiment vivre avec elles au maximum, vivre avec les personnes qu'on aime au maximum, mais avec la conscience que demain on peut les perdre. C'est ça, ne pas s'attacher en fait. C'est pas avec cette inconscience que tout est acquis. Non, rien n'est acquis. Ni point de vue matériel, ni point de vue relationnel, ni point de vue personnel. Rien n'est acquis. Même mon cerveau n'est pas acquis. Demain, je peux être touchée par la maladie et perdre tout mon mode de fonctionnement et mon état de pensée. Rien n'est acquis. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de faire? Je peux y réfléchir et me dire, ok, du coup, comment je peux utiliser mon cerveau au maximum pour qu'il contribue? Rappelez-vous que les situations sont neutres. C'est comment on décide d'y réagir. Ma mère, il y a encore quelques semaines, quelques jours même, elle me disait, il faut absolument que je rentre en France parce qu'elle est bloquée au Maroc à cause des fermetures de frontières.
à cause du Covid. Elle m'a dit, il faut absolument que je rentre en France. Là, ça commence à devenir long et puis c'est insupportable. Elle a envie de rentrer, elle a envie de revenir. Et du coup, cet événement tragique de Ryan a fait que ça a donné du sens au fait que ma mère soit bloquée là-bas. Du coup, elle m'a dit, c'est génial que je sois bloquée ici parce que du coup, je peux contribuer. Du coup, je suis sur place et je peux contribuer. Et je peux aller voir et puis je peux aller me renseigner et puis je peux aller voir des gens et puis je peux aller voir les administrations et puis je peux aller faire avancer ce projet du puits. Donc, la situation est neutre, mais comment on décide de réagir? Est-ce que c'est... j'ai pas envie de vivre ça, j'ai envie... Ou est-ce que c'est ok, là, je suis dans un inconfort, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux en faire pour vivre, pour ressentir cet état de bonheur? Donc, rappelez-vous qu'une chose, une personne ne sont jamais acquises. Et vous le voyez comment les personnes qui pensent que les choses sont acquises, comment elles sont dans la souffrance. Regardez ces personnes, par exemple, qui refusent de vieillir. Elles sont dans la déception et dans la souffrance permanente. Elles refusent de vieillir, alors ça va se faire des liposuctions, ça va aller se changer de physique, faire de la chirurgie, ça va aller se teindre les cheveux à 60 ans, 65 ans, 70 ans. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas dans l'acceptation. Elles ne sont pas dans cette acceptation. Alors que si on accepte la vieillesse et la beauté de la vieillesse, on rentre dans un... C'est exactement ça. L'acceptation. On rentre dans un état de bien-être profond, dans un état de bonheur. Et on ne va pas se répéter devant le miroir, non, je ne suis pas vieille, non, je ne suis pas vieille, non, je ne suis pas vieille, ou alors je reste jeune coûte que coûte, je reste jeune coûte que coûte. Non, c'est pas ça. C'est comment aller accéder à cet état de bonheur, justement, pour en inversant les choses, c'est-à-dire ok, j'ai plus 15 ans, j'ai plus 20 ans, je suis en train de vieillir, mes cheveux sont en train de devenir blancs, je suis en train de gagner quelques rides, mais malgré tout, je ressens le bonheur à l'intérieur. Pourquoi? Parce que cette notion de détachement des choses et des êtres, en fait, nous relibère mentalement. C'est une libération et une liberté de l'esprit. Mais tant qu'on laisse notre esprit emprisonné dans la recherche du bonheur à tout prix, sans lui avoir donné aucune définition et tout en pensant que c'est un but ultime défini à atteindre, on emprisonne notre esprit. Donc voilà, je pense que ça, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui et je pense avoir à peu près tout dit. L'idée de se priver de temps en temps, moi je la trouve géniale. Je la trouve géniale. Le fait qu'il y ait ce mois de Ramadan qui vient de chaque année, c'est un petit rappel pour moi parce que du coup, on se prive de cette suralimentation, de cette surconsommation et on se rend compte à quel point, waouh, déjà notre organisme est puissant et à quel point ces petites choses sont un bonheur. Ces petits plaisirs du quotidien sont un bonheur. Manger un bout de pain avec un verre de lait, c'est un bonheur. Et se priver de temps en temps en allant voir justement les gens qui se privent trop longtemps, c'est accéder au bonheur par procuration, c'est-à-dire aller voir par exemple là quand on va construire ce puits, et je vous dis quand on va le construire parce que je suis persuadée qu'on va le construire et je vous redonnerai rendez-vous le jour où on l'aura construit pour vous rappeler que j'ai dit quelques mois ou quelques années auparavant qu'on allait le faire, qu'on va aller voir ces gens-là. Ces gens-là vont être dans une euphorie totale, je le sais. Pourquoi? Parce qu'elles vont avoir accès à l'eau facilement. Nous, on a accès à l'eau tous les jours et en plus, on la gaspille. On n'y réfléchit pas, on ouvre tous nos robinets, on a de l'eau. Mais ces gens-là qui n'ont pas d'eau et qui vont avoir accès à l'eau vont passer à un second état de bonheur. Mais ils étaient déjà dans un état de bonheur parce qu'ils sont dans le manque, mais ils ne le ressentent pas comme un manque. Ils le ressentent comme l'opportunité de profiter du peu qu'ils ont. Ces gens-là qui sont dans le manque et dans la privation, avec nos définitions, nous, en tant qu'occidentaux, c'est des personnes qui savent profiter du jour le jour, en fait, qui savent profiter de tous ces petits bonheurs, quitte à aller faire un foot pieds nus, quitte à danser au soleil, quitte à, je sais pas moi, à jouer avec des cailloux. C'est des petits bonheurs et ils en profitent. Mais du coup, nous,
aller voir ceux qui sont plus dans le manque que nous, c'est aussi aller voir ceux qui sont dans un état de bonheur plus élevé que le nôtre. Et c'est aussi une preuve que le bonheur n'a rien à voir avec ce qu'on pense. Voilà les amis, l'acceptation est la vraie pensée positive. Ouais, l'acceptation. Après, je dis pas, la répétition de croyances ressources, c'est super efficace, mais quand c'est bien fait, quand c'est fait avec, j'ai envie de dire des techniques neuroscientifiques, logiquement, parce que moi j'ai découvert ça, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que le cerveau ne peut pas passer de je crois à ça à finalement je crois au contraire en 2 secondes ou en quelques répétitions devant un miroir. Le cerveau a besoin d'un petit schéma de construction de la pensée ressource à laquelle on veut croire. Elle est là la différence en fait. Après, effectivement, on peut lui faire intégrer des choses par la répétition, mais si on a des croyances lourdes, limitantes, il ne va pas croire à l'opposé juste comme ça. On va devoir passer à d'autres techniques qui permettent d'ancrer les nouvelles croyances qu'on veut dans notre tête de façon neuroscientifique. C'est pas juste la répétition. Donc c'est ça que je voulais vous dire et en même temps, juste faire de la répétition et se répéter des mantras, ça peut être toxique et néfaste et avoir l'effet contraire de ce que vous attendez. Puisque si vous avez une fragilité émotionnelle, si vous avez une low self-esteem, et ben du coup ça va venir vous rappeler que vous n'êtes pas tout ça et que vous n'avez pas tout ça. Tout ce que vous êtes en train de répéter devant le miroir, vous ne l'êtes pas et vous ne l'avez pas. Du coup ça peut avoir l'effet contraire de vos attentes et du coup ça peut vous tirer vers le bas. Donc voilà, moi je vous demande juste de réfléchir à ça parce que moi je trouve ça super intéressant et super passionnant de s'updater en fait, d'avoir des updates neuroscientifiques en fonction des dernières recherches qui expliquent la psychologie humaine et qui viennent vraiment expliquer toutes ces notions du développement personnel. Oui, vivement le Ramadan, moi j'adore, c'est un mois que j'adore, il m'apaise et vraiment je le vis différemment depuis quelques années. Autant avant c'était la mounia dans la cuisine H24 à préparer des festins, autant là c'est plutôt la prière, la méditation, le retour à soi, le retour à l'essentiel, un peu ce qu'on a vécu avec le premier confinement, c'était la famille, voilà, les activités en famille, les réflexions, les remises en question. Je trouve ce mois génial et puis c'est vraiment, voilà, c'est aller à la rencontre de soi et aller puiser dans ses ressources intérieures profondes quand on ressent la faim, que nous dit notre mental, que nous dit notre corps, quel genre de pensée nous traverse l'esprit, etc., etc. C'est vraiment aller puiser à l'intérieur de soi. Et le Ramadan, c'est pas juste priver son estomac de nourriture, c'est aussi se priver de tout ce qui est surconsommation, suralimentation, surcharge. Tout ça, c'est de s'alléger et c'est aussi de faire très très attention, de mettre de l'intentionnalité dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense, etc., etc. C'est vraiment un mois extrêmement méditatif. Voilà les amis, je vous aime, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao ciao.